Mesdames, Messieurs, la première lecture de cette séance sera présentée par le chevalier Benoît Langelet, professeur d'anatomie et de chirurgie plastique et réparatrice à l'Université catholique de Louvain. Cher Monsieur Langelet, je vous invite à présent à présenter votre lecture intitulée « Le regard de la chimère, leçon des lettres, des arts et de la science sur la nature et l'identité de la figure humaine ». Majesté, Altesse, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Que l'on lise la philosophie de Socrate ou celle de Platon, ou plus près de nous, celle de Bergson ou de Lévinas, la figure humaine y fait toujours visage essentiel de l'humanité, parce qu'à chaque instant, silencieusement, elle exprime les sentiments de celui qui la porte. Le visage occupe une place sans nul autre pareil dans les organes animés, c'est-à-dire porteurs d'âme. Envisager à la naissance de ce siècle de greffer un visage, c'est-à-dire d'aller arracher à la vie les traits de l'existence elle-même avant que la mort ne les emporte, représentait dès lors une idée, une initiative fondamentalement transgressive qui posait question. La chose avait été évoquée dans l'univers des lettres, dans l'univers également remontant aux sources de l'humanité, des mythes et des légendes. Et l'image de la figure restituée, celle de la chimère, a toujours posé question, car croisant son regard, l'homme était censé être transformé en statue de pierre. La chose a envahi ensuite l'univers contemporain cinématographique, dans un fantasme où deux acteurs américains échangeaient avec leur visage, leur personnalité. La crainte se faisait jour, et pourtant, dans le regard du médecin que nous sommes, pareil emprunt terrible au génie de la nature était de nature lui-même à pouvoir offrir une nouvelle vie aux patients défigurés, ayant perdu cette figure d'eux-mêmes et de l'humanité. À regarder ces patients, il apparaissait d'emblée que la transplantation de visage n'était pas une entreprise univoque et qu'il y avait grand nombre de défigurations faciales sévères. Il apparaissait également pour nous que cet emprunt au génie de la nature n'était que l'accomplissement ultime des principes de chirurgie réparatrice établis dans les tranchées de la Grande Guerre à l'aube du siècle précédent, où Sir Harold Gillies avait établi que pour remplacer un tissu, il fallait utiliser un tissu exactement identique. Ce parcours aux frontières de la vie et de la mort, aux frontières de l'autre et de soi, nous l'avons réalisé en nous inspirant des leçons des lettres et des arts, de celles de la philosophie, et lorsque, engagés à réaliser, à concevoir cette première aventure humaine, nous avons poursuivi ce chemin. Nous souhaitons le partager avec vous en lecture d'hommage au professeur János Fröding,
qui, dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire perpétuel, fut non seulement homme de médecine et de devoir, mais également homme de culture, de pensée et de profonde humanité. Pour les médecins que nous sommes, le visage est par essence chimère. Il faut remonter aux sources de la vie et de l'existence pour s'en convaincre. Lorsque l'on réalise chez l'embryon une transplantation embryonnaire, on obtient une chimère constituée lorsque l'on mélange l'encéphale de la caille avec l'embryon de poulet d'un double visage. Le poulet prenant la figure de la caille. En suivant la migration des cellules qui quittent donc l'encéphale embryonnaire et qui envahissent le visage, on peut montrer que le visage est émanation neurale du cerveau qui lui donne naissance. Les crêtes neurales télencéphaliques migrent en avant et donnent naissance au front. Celles qui viennent du diencéphale donnent naissance à l'œil et à l'orbite. Celles qui viennent du mésencéphale donnent naissance à l'étage moyen de la face et au nez. Celles issues du rhombencéphale antérieur et postérieur à la mandibule et à la région supérieure du cou. Celles qui quittent le myélencéphale enfin donnent naissance à la région cervicale jusqu'à la clavicule, qui appartient donc au visage. De nombreux exemples des motivations de la mimique sont donnés par les muscles qui, de façon segmentaire, vont se répartir sous les téguments en 3 étages. Un étage supérieur qui va éclairer le regard, un étage moyen qui va provoquer le sourire, un étage inférieur descendant dans la région cervicale qui va provoquer l'expression de la tristesse et celle de l'amertume. Une fois constitué, semblant unique, totalement continu, le visage de l'adulte garde la mémoire de sa nature segmentaire, avec une innervation organisée en 3 étages sensitifs autour des 3 branches du nerf trijuveau, avec une animation motrice organisée en branches motrices segmentaires autour de l'architecture du nerf facial, qui est celui de l'expression de l'émotion. Lorsque le visage adulte, apparemment unique, sourit et exprime ainsi la bienveillance, la graisse qui est cachée à la profondeur des téguments est projetée en avant à travers les chaînons musculaires et anime de façon segmentaire entre les cicatrices qui séparent les unités de la face ce visage, bien représenté ici par Maurice Quentin-Latour, où l'ensemble des petites brides apparaissant ici en regard des points verts figurent les limites entre les segments du visage qui s'organisent ainsi avec rondeur pour exprimer la bienveillance. Si le visage du jeune adulte perd son aspect segmentaire, il le retrouve paradoxalement à l'autre extrémité de l'existence. Alors qu'il vieillit, les traits du visage, emportés par la pesanteur et par la gravité, se ptosent en 3 étages successifs, le premier rendant le regard triste, le second faisant tomber la région de la joue, le dernier s'affaissant jusque dans la région cervicale. Intrinsèquement, le visage de l'origine de l'existence à sa fin est donc neural et segmentaire. Seule une chose posait question relative à sa vascularisation, classiquement décrite comme divisée non pas en 3, mais en 2 étages. L'étage supérieur, vascularisé par l'artère carotide interne qui vascularise le cerveau, l'étage inférieur, vascularisé par l'artère carotide interne qui vascularise la face inférieure. Nos travaux en préparation de la greffe du visage ont montré que l'architecture vasculaire était également segmentaire et non pas partagée en 2 étages supérieurs et inférieurs, mais en 3 étages appelés zone 1, zone 2 et zone 3, correspondant très exactement aux étages neuraux que nous avons montrés tout à l'heure. L'ensemble de ces vaisseaux communiquent entre eux et revascularisent, même lorsque la carotide interne est obtuse, le territoire de l'artère ophtalmique
en regard de la partie supérieure du visage. Il existe donc de multiples bases anatomiques. Au célèbre dessin physiognomique qu'a donné du visage le peintre Charles Lebrun, grand décorateur de la galerie des Glaces à Versailles. Le premier étage est l'étage supérieur, prosencéphalique, expression de la partie supérieure du regard, issue du télencéphale. Le second étage est celui de la partie moyenne de la face, située en regard du nez. Le dernier étage est l'étage inférieur, situé en regard des lèvres. Et par conséquent, les bases anatomiques de la transplantation faciale nous permettaient de mettre en place 3 segments neuraux du visage. Un visage inférieur destiné à restaurer la fonction des lèvres et la fonction orale, un étage moyen destiné à restaurer la partition des cavités nasales et de la cavité orale supportant le nez, un étage supérieur éclairant le regard. Ajouter des pièces osseuses à ces éléments ne représentait pas un problème particulier. Allant plus loin, nous avons évoqué la constitution possible d'un transplant complet du visage, de nature multisegmentaire, prélevé à la surface du squelette facial. Celui-ci rassemble les 3 zones et, grâce à leur connexion vasculaire, peut être revascularisé sur les seuls vaisseaux faciaux. Ce qui n'était à ce moment qu'une hypothèse de laboratoire allait pouvoir devenir, au gré des circonstances et des hasards de l'existence, une réalité. La chose eut lieu à Amiens le dimanche 27 novembre 2005. En arrivant au CHU, alors qu'autour de moi les bords de la Somme étaient recouverts de neige, je vis glisser sur le sol un petit limaçon qui traînait lourdement derrière lui sa coquille couverte de givre. Il me remet alors en pensée une phrase de Voltaire que j'avais lue lorsque j'étais jeune interne au collège. Voltaire écrit « Les limaçons, lorsqu'on les ampute, se régénèrent. L'homme, pour sûr, vaut mieux qu'un limaçon. Et en ces temps où les arts se perfectionnent, je ne doute point qu'un jour l'on trouve l'art de donner une tête à qui n'en a point. Ce qui, voici 2 siècles, était une boutade, une plaisanterie, allait devenir réalité, faisant écho également à la légende de Saint Jean-Baptiste, dont le visage tranché allait être offert à Salomé. Une Salomé allait recevoir la première greffe de visage et valider ainsi les travaux du laboratoire depuis l'embryologie jusqu'à l'anatomie. Le greffon revascularisé donne à la patiente initialement sévèrement défigurée une nouvelle couverture, un nouveau visage qui progressivement va retrouver la vie. Elle devient ainsi la première chimère faciale de l'humanité, affrontant avec incertitude sa chimère qui est à la fois morphologique, mais également biologique, psychologique, neurocognitive, faisant écho à l'aphorisme de Blaise Pascal, le philosophe de Port-Royal, qui, voici longtemps déjà, affirmait « il avait raison, nous sommes tous des chimères ». Le devenir de cette chimère ne demandait que la patience du temps et le cours des saisons qui progressivement faisaient reverdir sur les plaines des Flandres la verdure, engendrant à la profondeur des téguments la repousse de toutes les connexions nerveuses réalisées pour remettre le visage en connexion avec l'ébauche neurale qui, dans le cas présent, ne lui a pas donné naissance. Rapidement, la patiente recouvre sa sensibilité à partir des endroits où les sutures nerveuses ont été réalisées. Plus étonnant, elle va retrouver au repos et à la mobilité l'applicature naturelle de son visage et un joli sourire qui, sur celui-ci, fait bonne figure. La restauration neurale motrice réalisée réanime en effet en profondeur les différents étages musculaires que nous avons évoqués. Cette aventure va bien plus loin, car elle devient rapidement humaine.
Dans la somme des résultats, il faut séparer le bon grain de l'ivraie et trouver entre des faits ténus la preuve que, comme l'écrivait Jean-Paul Sartre, le visage est transcendance du visible. La preuve est fondamentalement neurale et elle nous apprend que chez le patient défiguré, dont on étudie le fonctionnement du cerveau, la défiguration engendre un stigmate cortical, un dommage, une véritable blessure à la surface du cerveau qui est associée à cette défiguration qu'il nous plaît de figurer ici avec une belle peinture que nous empruntons. Le cerveau compense l'absence du visage par une zone que vous voyez apparaître verte ici à sa surface. Cette zone appartient à la main, qui reprend la surface du visage laissée inoccupée par ce visage qui a disparu. Un peu comme le pressentait René Magritte dans cette belle composition intitulée « Les bijoux inconnus », où le visage vient prendre sa place juste au-dessus de la main. Le greffon facial va inverser ce dommage cortical et effacer la blessure qui se trouvait à la surface du cerveau, preuve qu'il en est que le visage est intérieur et qu'il vient de son origine neurale restaurée. La restauration de cette image corticale pour preuve survient au moment précis où le visage redevient sensible et où le cerveau, quoique ayant donné naissance à un visage chimérique, reprend la prépondérance de l'expression faciale dans celle des émotions. Ceci contribue fort probablement au bénéfice psychologique pour la patiente de cette intervention, retrouvant rapidement la faculté de se regarder à nouveau dans le miroir, telle la Vénus de Velázquez, retrouvant dans les attitudes de la vie commune l'attitude du penseur et, dans son langage, la formule possessive, ne disant plus « ceci sont les lèvres, le nez », mais « mes lèvres, mon nez » et finalement « mon visage ». La patiente nous interroge cependant sur la nature de cette identité reconstituée à partir de deux êtres différents, alors que le greffon est visible à tout moment sous le regard de l'autre. Le chimérisme a induit une identité reconstituée, mais non falsifiée. Et pour s'en persuader, il faut comparer le visage de la patiente après la reconstruction et celui figurant sur sa carte d'identité avant l'accident qui lui avait arraché le visage. Il devient ainsi évident que le greffon facial n'est pas un masque occultant, ni même un miroir de l'autre qui en a donné la substance. Animé par les émotions et les sentiments de celui, de celle qui la porte désormais, c'est un nouvel interface singulier et individuel avec le monde extérieur, et par là, il est visage. Il est intéressant de considérer comment, inconsciemment, à chaque moment, lorsque nous regardons le visage, nous interprétons son image. Ces travaux ont été réalisés en grande partie à l'UCL par Bruno Rossillon, qui a bien montré que, au-delà de l'afférence visuelle qui atteint le cortex occipital, l'information fait relais sur deux aires secondaires situées dans le lobe frontal et dans le lobule fusiforme. Elles sont indispensables à la perception du visage. Lorsqu'elles fonctionnent toutes deux, de concert, si l'on présente à votre regard et à ces deux aires corticales une image telle celle d'Arcimboldo, vous assemblez spontanément l'ensemble de pièces segmentaires, ici figurées par des pièces de boucherie, pour leur donner l'image d'un visage. Chez la patiente défigurée, comme chez le patient prosopagnosique, l'aire fusiforme faciale s'éteint, si bien qu'il ne peut plus reconnaître son visage comme appartenant à lui-même. Que devient le visage du défiguré greffé facial?
une autre image de lui-même, pas la même, comme par cet artifice nous retournons la composition d'Arcimboldo et où le visage reste même retourné, visage. Lorsque nous regardons des visages, nous l'avons montré avec nos amis de Harvard, le visage est d'abord regardé dans son ensemble, le cerveau scanne la périphérie du visage. Ensuite, en descendant, il s'assure d'une verticale qui est figurée par le nez. Il scanne ensuite l'étage supérieur du visage et le regard. Et enfin, la région orale. Exactement dans le sens des paires crâniennes et de l'ontogénie. Le prosencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le rhombencéphale antérieur. Ce scanning nous a permis de montrer que lorsque l'on greffe un visage, la persistance de l'apparence faciale est de l'ordre de 75%. Et les premières greffes totales de visage réalisées à Harvard avec notre complicité ont démontré la chose de façon évidente avec des résultats sur le plan morphologique totalement étonnants. Lorsque l'on demande à un enfant de dessiner son visage, c'est-à-dire de refaire ce construit, il dessine d'abord un cercle, puis une droite verticale qui figure le nez, une droite horizontale réunissant deux points qui figurent les yeux, et enfin un arc de cercle qui figure la bouche. Si vous demandez à un enfant porteur d'une séquelle d'une malformation faciale, ici corrigée comme un bec de lièvre, il ne manque pas de faire la même chose, mais non, en y faisant figurer les cicatrices qui sont les stigmates profonds de sa blessure corticale. Il est étonnant de remarquer, lorsque l'on étudie l'ontogénie, l'histoire de la représentation du visage, que les premiers visages étaient extrêmement simples et ne figuraient que l'ovale et la verticale du nez. L'Antiquité a représenté le visage avec toutes ses composantes, mais de profil. Il a fallu attendre la Renaissance pour qu'apparaisse la représentation frontale du visage. Puis, l'âge de la culture, pour faire sortir le visage de ce carcan, le faire tourner dans l'espace avec Leonardo da Vinci. Le visage classique, le visage du baroque, s'est animé progressivement de l'élégance, de la majesté et du sentiment, avant que, juste après l'intermède de l'impressionnisme, au début du XXe siècle, au terme de ce grand cycle, le visage représenté dans l'art ne perde la figure humaine, comme si une boucle était bouclée. Notre ami Philippe Comard, qui enseigne les beaux-arts à Paris, a établi l'hypothèse que cette disparition de la figure du visage dans l'histoire de l'art était liée au traumatisme engendré par les deux grands conflits mondiaux. Otto Dix a représenté les visages défigurés des blessés de la Grande Guerre. Edvard Munch a représenté le visage crâne, le visage squelettonisé, qui est l'hiéroglyphe de la Shoah. Ensuite, Modigliani a représenté un visage asymétrique. Picasso a représenté le visage à la fois face et profil, avant que plus près de nous, Francis Bacon ne représente le visage segmentaire défiguré. Le cerveau, écrit Jean-Pierre Changeux, a irrépressiblement besoin du beau. Et le beau est à sa ressemblance, il a besoin de symétrie. Quelle position devons-nous accorder au visage machine que nous avons reconstitué? On le voit, le questionnement autour de la chimère faciale soulève des questions qui dépassent de loin l'univers médical pour s'intéresser à toutes les facettes de la culture. Revenons à l'artiste et à ce qu'il nous apprend. L'artiste nous dit: le visage n'est pas figure, la figure n'est qu'une impression, le visage est expression. Comme l'a très bien montré l'artiste Frank Xaver Messerschmitt, dont on peut voir les figures d'expression au palais du Belvédère à Vienne. La réactivité du visage lui donne la vie. C'est par ces mouvements délicats de ses volumes et de ses plis que, dans le jeu des émotions du cœur et de l'esprit,
le visage devient véritablement le miroir de l'âme. C'est la restauration de cette relation neurale entre surface et profondeur qui fait sens dans la greffe de visage. Mais celle-ci engendre la chimère et la réalité médicale rejoint donc le mythe anthropologique que nous évoquons ici avec cette belle composition empruntée à Picasso intitulée « Le Minotaure et la jument morte ». Au centre de cette composition, le Minotaure figure la chimère faciale. Derrière lui, il laisse deux mains sortant de l'ombre qui figurent la souffrance et la mort. Devant lui se projette une main, un visage qui figure l'espérance et la vie. Cette main, ce visage si infiniment humain que nous avons vu tout à l'heure si étroitement associé dans la compensation à la surface du cortex cérébral. Depuis notre jeunesse, nous avons grandi dans un univers de mythes et de légendes où la chimère faciale a toujours figuré le mal, le diable, l'image de l'enfer. Le héros de l'Antiquité, Bellérophon, Orlando Persée, était censé chevaucher le cheval ailé pour affronter la chimère, lui arracher son visage et le jeter dans les flots purificateurs de l'océan afin de libérer son aimé. En se glissant dans la peau du héros, en utilisant le bistouri comme le héros autrefois l'épée, en arrachant un visage à la vie, le chirurgien a peut-être récapitulé cette histoire mythologique. Mais au lieu de jeter le visage arraché dans les flots purificateurs de l'océan, il l'a offert à une femme pour lui rendre l'image de son humanité. La chimère ainsi constituée a toujours représenté l'image de l'ambiguïté et de la tentation dont Rops et Knopf en Belgique se sont fait les interprètes. La chimère figure donc inconsciemment transgression et falsification. Dans l'histoire des religions occidentales et judéo-chrétiennes même, la chimère faciale a toujours représenté l'image essentielle de la tentation et du péché, alors que dans le Nouveau Testament, la transfiguration annonce la promesse de la rédemption. Notre intervention n'a pas la prétention d'être transfigurative, mais plus simplement refigurative. Elle est œuvre modeste, humble et collective de miséricorde et s'inscrit ainsi dans l'idéal chevaleresque qui est commun à notre passé européen. Alors qu'il nous revient de conclure et que le mythe a rejoint la réalité, disons simplement, en paraphrasant Blaise Pascal encore, que ce qui était autrefois impensable n'est peut-être plus aujourd'hui impossible, mais que ce possible devenu n'est pas certes le fruit de l'impensé. Les exemples sont nombreux dans l'histoire de l'humanité où, par la volonté de quelques-uns, un pas significatif a été fait pour tenter d'aider les autres. Le Talmud n'écrit-il pas « Qui sauve un homme, sauve l'humanité ». Pour conclure, partageons nos sentiments avec vous, avec ces quelques images empruntées à notre aventure. Voyez ces mains qui s'échangent, voyez ces regards immergés dans l'instant de l'homme-machine. Voyez ces mains qui se promènent à la surface d'un visage reconstitué, qui le caresse et le soigne. Voyez ces sourires et ces baisers échangés. Voyez ce visage qui retrouve son autonomie, qui revient à la vie, qui retrouve son identité dans le regard de l'autre et puis dans son propre regard porté dans le miroir. Et vous conviendrez peut-être avec nous que cette intervention transgressive conçue aux limites de la vie et de la mort faisait sens en termes d'humanité. Le philosophe Jean-Luc Marion, qui possède un siège à l'Académie française, écrit « L'homme porte sur son visage la ressemblance de l'incompréhensible image de laquelle il fut créé, institué autre que soi et inaccessible à soi. Seule cette incompréhensibilité offre une rationalité à son avenir. C'est cela peut-être l'interdit fondamental de manger du fruit cueilli à l'arbre de la connaissance, de la science et de l'art. Ne pas vouloir comprendre l'incompréhensible
à savoir d'abord nous-mêmes. Nous revendiquons ce privilège de l'inconnaissance, ce questionnement permanent qui, dans l'agir, est une sorte d'éthique, cette humilité qui comprend que parfois il est indécent de vouloir tout comprendre à l'aune de la seule raison médicale. La recherche du visage intérieur n'est pas la quête du Graal. Sur notre humble chemin tracé aux frontières de la vie et de la mort, de la norme et de la transgression, nous avons appris que l'esprit qui guide la plume, le pinceau ou la lame qui fait couler le sang, est toujours animé par le même dessein, profondément humain. Il cherche à engendrer, ressentir, partager émotions et sentiments. Sans cesse tourné vers l'autre et non pas vers lui-même, le visage intérieur est l'interface universelle de tout cela à la fois. Altérité et image de soi, univers visible et invisible, surface et profondeur. Fut-il au chevet des malades figuré, défiguré, refiguré, image perpétuelle de la chimère, il n'assèche pas le cœur lorsque l'on croise son regard. Bien au contraire, aux confins du monde des lettres, des arts et de la science, il nous invite sans cesse au dépassement, à l'élévation et à la transcendance. Il m'était honneur de partager avec vous ces quelques images et ces sentiments, et si elles ont atteint à travers votre regard votre cœur sans l'assécher, il nous est devoir de gratitude de vous remercier pour la qualité de votre regard et celle de votre cœur.